Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Bon écoutez les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et que vos projets prennent forme. Moi tout va bien, je suis en forme, comme d'habitude, les projets avancent bien, donc que demander de plus. Alors pour vous faire un petit retour sur le podcast d'il y a 15 jours avec Elodie, donc ça vous a plu, merci aux fidèles qui partagent et qui commentent. Notamment Stéphane qui souvent vient commenter donc en message privé sur Instagram, donc ça me fait plaisir parce que voilà, ça me permet d'avoir un petit peu vos retours, voilà, savoir si ça vous a plu, s'il y a des choses sur lesquelles je peux m'améliorer, donc voilà, merci à nouveau pour vos partages et vos commentaires. Je remercie à nouveau Elodie pour sa participation au podcast. J'ai vu sur Instagram qu'elle avait emménagé dans ses nouveaux bureaux dont elle parlait dans le podcast. Donc je suis bien content pour elle, et puis on lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Ensuite, on a 2 notes de plus sur Spotify, on arrive à un total de 18 notes, et 2 notes de plus sur Apple Podcast, donc on arrive à 19 notes. Donc merci pour votre implication, merci à nouveau pour vos partages, pour vos commentaires. Donc je le répète encore à nouveau, mais voilà, de venir commenter comme ça à chaque fois, que ce soit en message privé, que ce soit me partager sur les réseaux, en fait ça me motive et à vous trouver des nouveaux invités et des nouveaux contenus, donc merci encore pour tout ça. Ensuite, la petite news du jour, j'ai participé à la soirée IMO de Flo à Lyon, c'était vendredi 17, donc là c'était le vendredi juste avant la sortie du podcast. Donc Flo qu'on retrouve sur les réseaux, je crois que c'est Flo Invest IMO. C'est une petite soirée qu'il organise en fait régulièrement. Je crois que c'est tous les mois. Donc c'est ce genre de petite soirée, en fait c'est cool parce que ça permet de revoir les copains, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes. Et puis là notamment ça m'a permis peut-être d'avoir de nouveaux invités. Donc c'était bien cool. Et ce genre de soirée, à mon sens, ça permet 2 choses. Premièrement, ça permet de faire des rencontres et d'agrandir son réseau. Donc c'est hyper important, surtout quand on est dans l'immobilier, qu'on est entrepreneur, et puis surtout pour pas se sentir seul, et puis permettre d'avancer en fait avec des personnes qui sont un petit peu dans le même mood que nous. Et puis deuxième chose, ça permet de revoir les copains. Parce qu'il faut pas se le cacher, c'est vrai que c'est un peu souvent les mêmes têtes qu'on revoit à force. Alors il y a quand même tout le temps des nouvelles rencontres, mais ça permet de revoir les copains. Donc ça c'est bien cool, parce que ça permet de suivre un petit peu leur évolution. S'ils ont des problématiques ou nous on a des problématiques, ça permet de les présenter et puis d'essayer de trouver des solutions. Donc là c'était bien cool. J'ai pu revoir Flo qui organisait la soirée, j'ai pu revoir Alex, j'ai pu revoir Sonia, j'ai pu revoir Stéphane aussi, et ça m'a fait plaisir Stéphane de le revoir. Stéphane, je le connais depuis je dirais peut-être 2 ans à peu près, et en fait justement typiquement Stéphane il avait un projet en cours. Donc à l'époque il avait un local professionnel qui voulait rénover, en fait il voulait changer la destination de ce local et le transformer en logement. Donc il avait divisé ce local en 2 logements, et en fait il a tout fait de A à Z, les cloisons, les parquets, les carrelages, etc. Et ça m'a fait plaisir de le revoir, et puis surtout de voir un petit peu l'évolution de son projet, parce que là il a fini un premier logement, il vient de finir aussi le deuxième. Il a mis ses 2 apparts en location courte durée, et il me faisait voir un petit peu les photos et puis ses annonces sur Airbnb. Et franchement, ça fait super plaisir parce que fait du travail de qualité, et du coup, on évolue tous. Donc voilà, à mon sens, ça permet ce type de soirée, ça permet de revoir un petit peu les copains, de voir leur évolution. Et puis sinon, comme je disais, de faire des rencontres, agrandir son réseau, rencontrer des gens inspirants et motivants, puis des gens aussi qui souvent sortent un petit peu de l'ordinaire. Et puis, comme je le disais, on se sent un petit peu moins seul dans notre quête, on va dire, d'investissement ou d'entrepreneuriat. Donc en tout cas, c'était bien cool. Merci à Flo encore. Et puis, sans transition, le podcast du jour, c'est avec Mélanie. Donc avec Mélanie, on se connaît depuis plus de 2 ans. On s'était rencontrés en soirée IMO sur Lyon à l'époque, et puis on s'est revus plusieurs fois. On s'est revus à d'autres soirées immobiliers, on s'est revus au séminaire d'Alex et de Julien Calamotte.
On s'est revu aussi à une soirée que Mélanie animait avec son associé Coco. Soirée à laquelle en fait j'ai fait l'intervention sur le domaine bancaire, notamment comment maximiser ses chances d'obtenir son prêt bancaire. Donc voilà, c'est toujours bien cool en fait ce type de rencontre et de soirée. Et vous allez le voir, Mélanie, elle est hyper active, elle fait des tas de choses. Déjà, elle est investisseuse immobilière. Et attention, hein, elle pèse hein, parce elle a levé plusieurs millions d'euros de financement. Derrière, elle a plusieurs sociétés. Sa première boîte, c'est Comel, avec son associé Coco. En fait, elles font de l'accompagnement et du coaching pour vous aider à devenir investisseur. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle est en train d'écrire un bouquin. Elle a aussi une activité de closing qu'elle faisait jusqu'à présent. Et puis elle en parlera un peu plus dans le podcast, mais elle voulait un petit peu changer. Et puis avant de s'enlacer, elle est en train de changer son fusil d'épaule, d'arrêter le closing et de créer une autre activité. Donc vous écouterez ça. Et puis je trouve ça incroyable parce que voilà, plutôt que d'attendre de se lasser d'une activité ou d'un métier, elle change. Donc en tout cas, c'était bien cool d'écouter ça. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle anime des réseaux en local aussi. Donc des réseaux, pour imaginer, en fait, c'est des sortes de réseaux un petit peu comme un BNI, où il y a des réunions régulières. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que, alors attention, ça ne concerne que mon avis personnel, mais à mon sens, les BNI, c'est un petit peu archaïque parce que c'est un petit peu tout le temps la même chose. Faut se voir toutes les semaines. Si jamais on loupe une ou plusieurs réunions, on peut se prendre des avertissements ou même se faire sortir du BNI. Et puis voilà. Surtout vraiment, dans mon sens, c'est un peu toujours la même chose. Alors que elle, de son côté, là, les réseaux qu'elle anime ou qu'elle est en train de créer, elle apporte une touche de nouveauté, de la fraîcheur, du dynamisme. Donc franchement, je trouve ça vraiment tip top. Et puis à côté de ça, elle voyage énormément. Elle a plein de passions. Et dans le podcast du jour, en fait, elle partage ses expériences, elle partage son organisation à la semaine. Vous verrez son agenda, il est millimétré. Je trouve ça incroyable. Puis surtout, elle le respecte. Et ça laisse quand même le temps, parce qu'il est millimétré, mais en fait, voilà, elle a l'organisation pour ses activités, et elle a aussi des plages prévues pour les imprévus, parce que, faut pas se le cacher, quand on est entrepreneur ou investisseur, il y a toujours des imprévus. Donc vous verrez, c'est vraiment millimétré. Elle partage aussi ses méthodes de travail. Elle a une rigueur dans son travail et dans son organisation, c'est fou. Et puis elle partage aussi quelques petites astuces pour lutter contre la procrastination. Donc merci à Mélanie à nouveau pour son intervention. Et je vous laisse avec le podcast du jour qui, j'espère, vous plaira. Et bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Mélanie dans le podcast. Donc je suis très heureux de l'accueillir. Merci à nouveau d'avoir accepté l'invitation. Mélanie. Salut Romain, merci à toi. Donc avec Mélanie, on s'est rencontrés il y a à peu près 2 ans, je dirais. C'était une soirée IMO sur Lyon. Et depuis, on a eu l'occasion de se revoir donc à différentes soirées. Et je suis même intervenu une fois, je suis en train de penser là en direct que je déroule. J'ai intervenu une fois sur un de vos événements que vous avez fait avec Corinne. Donc je suis très près de ce qu'elle fait sur les réseaux. Ça bouge pas mal en ce moment. Et pour teaser un petit peu la suite du podcast, vous allez voir, Mélanie, c'est une hyper active. En tout cas, c'est comme je te décris. Donc, tu me diras après ce que tu en penses. On va démarrer tout de suite avec la première question. En gros, tu es dans un Uber. Il te reste 2 minutes de course. Et le Uber, il te demande ce que tu fais dans la vie. Tu lui dis quoi? Je dirais que je suis une entrepreneur multipassionnée et que j'ai plusieurs entreprises. Voilà. Ok. Au moins, clair, net, précis. Ensuite, j'ai 2 questions communes à chaque invité. J'aimerais que tu nous dises si tu as une ou des personnes qui t'ont inspiré dans ta vie, et si oui, pourquoi? Oui, j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent au quotidien. Je touche du bois, je suis assez bien entourée de pas mal d'entrepreneurs. Je vais citer une personne en particulier qui m'a beaucoup aidée dans mon développement. Il s'appelle Yoni, je pense que tu le connais ou du moins que tu en as entendu parler. Oui. C'est le fondateur de la MDB Academy, qui est une école pour les apprentis marchands de biens. Et c'est une personne qui m'a connue quand j'étais salariée et qui m'a, je dirais, beaucoup boosté et aidé à grandir en tant qu'entrepreneur.
voilà, avec les petits coups de pied au cul qui vont bien aussi. J'aime dire que c'est un mentor, c'est un peu comme un grand frère, donc il m'a beaucoup aidé dans l'entrepreneuriat. Et après, je peux te citer plein d'autres personnes, hein. Il y a Coco, mon associé, qui m'inspire aussi, avec qui je me suis associée, qui avait beaucoup plus d'expérience en fait dans l'entrepreneuriat, ce qui m'a aidé aussi à passer pas mal de caps. Et après, plein d'autres personnes au quotidien qui m'inspirent, qui font partie de mon mastermind. D'ailleurs, que ce soit des personnes avancées ou pas dans l'entrepreneuriat, on a tous. Je crois que j'arrive à tirer à chaque fois quelque chose qui m'inspire chez une personne, quoi. Voilà. Ok, bah écoute, hyper intéressant. Merci pour ta réponse. Et deuxième question qui en découle, quelles sont les valeurs auxquelles tu tiens? Des valeurs qu'on t'a transmises ou des valeurs que tu as apprises, peu importe. Je pense que ma valeur première, c'est le partage. Le partage, alors pas dans le sens je prends un bout de pain et je le partage entre toutes les personnes qui sont autour d'une table, mais plutôt le partage d'informations, la communication, le partage avec les gens en fait. Donc c'est ça qui me nourrit énormément, et c'est aussi ça qu'on m'a inculqué dans ma famille. Une deuxième valeur, c'est la valeur famille aussi. Alors, j'ai été élevée dans une famille portugaise où si tu veux, la famille prend pas mal de temps. C'est sacré. voilà, la famille c'est sacré, mais c'est super parce que ça m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup d'amour aussi, voilà. Donc je pense que ce serait ça mes deux valeurs premières. Et après, bien sûr, je peux parler d'ambition, d'entrepreneuriat, enfin d'autres valeurs qui me poussent je dirais, à entreprendre des nouveaux projets, à me surpasser, à oser faire des choses, quoi. Voilà. Ok, j'aime bien le mot oser. Tu vois, je me le note. Et du coup, donc là actuellement, donc tu es entrepreneuse. J'aimerais que tu nous dises du coup ton parcours, très rapide. Déjà, qu'est-ce que tu as fait en termes d'études? Est-ce que tu en as fait ou est-ce que tu n'en as pas fait? Et qu'est-ce que tu as fait avant de faire ce que tu fais actuellement? Est-ce que tu es passé par la case salariat? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Alors, en termes d'études, j'ai fait DUT, génie biologique. Ensuite, j'ai fait école d'ingénieur en agriculture. Okay. Voilà. Et ensuite, j'ai été aussi en apprentissage dans cette école puisque c'était génial. C'était une école privée que j'avais pas les moyens de me payer. Donc du coup, c'est l'entreprise dans laquelle j'ai bossé qui payait mes études. Donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage, qui est absolument génial quand tu démarres dans la vie parce que ça te fait un salaire quand même. Et j'ai fait mon apprentissage chez Auchan, qui est une grande entreprise que tout le monde connaît aujourd'hui. Dans laquelle j'ai fait mes armes dans le commerce, et puis ensuite j'ai été salariée pendant 3 ans chez Hilti, une entreprise qui vend de l'électroportatif pour les professionnels du bâtiment. Voilà. Et là aussi j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc en gros j'ai un parcours à peu près, puisque je te raconterai juste après ce que j'ai fait, de 10 ans dans le commerce et dans la communication. Et après Hilti, je me suis montée en micro-entreprise. D'ailleurs, j'avais très très peur. J'étais salariée à l'époque, donc chez Hilti, et j'avais très très peur de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais j'avais très envie, mais je savais pas comment faire, et j'avais une peur bleue en fait de me lancer. Et du coup, je m'étais dit, ok, au lieu de tout quitter, de tout lâcher, je vais prendre un job alimentaire. Et là, je suis allée bosser dans une boulangerie pendant 1 an. Et mon objectif, c'était d'avoir un emploi du temps qui soit modulable. Donc, dans une boulangerie, ce qui est cool, c'est que tu travailles soit le matin, soit l'après-midi. Et du coup, ça me permettait, à côté de ça, avec ma micro-entreprise, de développer mon chiffre d'affaires. Et je m'étais promis que si j'arrivais à développer autant de chiffre d'affaires que ce que je gagnais en étant salarié, je pouvais quitter le salariat. Et en fait, la promesse a été tenue, puisque au bout d'1 an, je quittais le salariat après. Ah, voilà. Beau alors. Ouais, c'est très chouette. Écoute, beau parcours. Et du coup, là, j'aimerais aborder donc parcours entrepreneurial et parcours aussi d'investisseuse IMO. Ouais. T'as commencé à quoi en premier, l'IMO ou l'entrepreneuriat? J'ai commencé l'immobilier en premier, puisqu'en fait, mon premier investissement, c'était une colocation à 24 ans et j'étais salariée. Chez Hilti, c'était ma première année de salariat. Ok, bon écoute, on va partir sur l'immobilier. Donc, est-ce que tu peux nous décrire rapidement donc ton parcours d'investisseuse IMO? On va dire les différentes étapes. Alors après, sans forcément rentrer sur le détail, les lieux exacts, etc. Mais au moins qu'est-ce que tu as fait? De la coloc, des appartements, des immeubles.
Ok. Et puis après, j'aurai d'autres questions à te poser à ce sujet. Ouais, avec plaisir. Alors, donc, comme je te disais, donc, j'ai commencé par une colocation parce que moi-même en études, j'ai vécu beaucoup en colocation en fait. Et du coup, je m'étais dit, ok, ben, mon premier investissement sera une colocation par préférence parce que je connaissais le business model de l'intérieur. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, être propriétaire d'une colocation, ça doit pas être bien compliqué. Et donc, j'ai compris la musique au fur et à mesure. J'ai fait ce premier investissement donc à 24 ans. Ça m'a généré 400 euros de cash flow. Donc, c'était super dès le premier investissement. Et pour le coup, j'étais pas très bien formée. Hein. J'ai fait pas mal d'erreurs, notamment vis-à-vis des travaux. J'ai rien vérifié. Enfin, c'était un petit peu la catastrophe. Mais voilà, je fonctionne comme ça, j'apprends sur le terrain, j'ai un peu cette énergie-là. Et ensuite, vu que ça fonctionnait bien, je me suis dit bon bah on va continuer. Et en fait, globalement, j'ai fait un investissement par an. Donc l'année d'après, j'ai fait une coloc. L'année d'après, j'ai fait une troisième coloc. Donc en gros, j'ai 3 colocations aujourd'hui. Ça représente à peu près 12 locataires. C'est pas à peu près, c'est exactement 12 locataires. Et ensuite, ouais. Et ensuite, parce que j'ai un garage aussi, je le compte dans les locataires, j'ai un garage aussi. Okay. Et ensuite, je suis partie sur des immeubles de rapport. J'avais envie de tester la location courte durée parce que je connaissais pas. Et j'ai acheté un immeuble à Mâcon. Et puis là, le dernier investissement, c'est un immeuble à pas trop loin de Lyon, vers Villefranche-sur-Saône, de 5 lots que je vais bientôt mettre en exploitation courte durée aussi. Voilà. Et puis là, j'ai un autre projet avec Elodie que tu as eu ce matin en podcast. C'est ça, le projet Bruni. Ouais, le projet Bruni. Voilà, donc petit à petit, en fait, le patrimoine, il grandit. Ça représente à peu près 2 millions bruts de patrimoine. C'est plutôt cool. Petit à petit, step by step, quoi. Ok, et du coup, donc investissement en nom propre, investissement en SCI, c'est ça? Ouais, les deux. Au départ, en nom propre, le plus simple possible. Ce que je recommande à tout le monde d'ailleurs, hein, toujours commencer simple. Et puis après, on a commencé à se structurer puisque en parallèle de ça, j'ai commencé à développer mes entreprises. Et du coup, je me suis dit bon, bah le cash des entreprises, je peux peut-être l'utiliser pour l'investir dans l'immobilier. Et donc c'est là qu'est venue la réflexion d'investir en société. Ok, d'accord. Voilà. Et donc justement, tu parlais des choses que tu as apprises sur le tard. Parce que tu disais que tu as besoin de faire pour apprendre. Est-ce que tu as je dirais pas des échecs, mais plutôt des galères ou des leçons à tirer de ce que tu as fait dans l'immobilier? Ben oui, parce que si tu veux, la première galère, alors la première chose, c'est que quand j'ai fait mon premier investissement, j'ai fait tapis, ce qui est surtout pas recommandé. Ça veut dire que j'avais 10 000 euros sur mon compte, j'ai posé 10 000 euros sur la table. Donc s'il m'arrivait une quelconque couille, j'étais dans la merde. Tout ou rien. Voilà, c'était tout ou rien. J'étais vraiment en mode tête brûlée. Bon, je me suis calmée avec les années, mais quand même, ça reste un petit peu. Donc ça, c'est la première erreur. Donc tout mettre sur la table parce qu'en fait, en même temps, je prenais pas énormément de risques. Mais si aujourd'hui, tu as une famille ou tu vois, juste c'est pas conseillé de faire ça. Et puis même si t'as une couille après dans l'investissement, si t'as, je sais pas, un chauffe-eau à changer, faut quand même que t'aies des ressources financières à côté. Donc ça, c'est la première erreur que j'ai fait. La deuxième, c'est les travaux. Je connaissais rien aux travaux. D'ailleurs, j'ai fait confiance. Le chasseur immobilier avec qui j'ai bossé m'a dit « Oh bah tiens, je connais un entrepreneur, tu peux peut-être bosser avec lui. » J'ai dit « Ok, pas de souci. » J'ai signé, tous les yeux fermés. J'ai rien contrôlé. Le gars, il a fermé sa boîte juste après mon chantier. J'ai eu un chantier qui a duré presque 10 mois, alors que c'était une colocation de 56 mètres carrés. Donc bon, comment te dire? Ça a été formateur. Et puis les questions sur la rentabilité aussi, j'avais aucune idée du calcul de rentabilité. Moi, en fait, si tu veux, mon premier investissement, ça a été le travail de la confiance avec les personnes, ce qu'il faut surtout pas faire. Mon chasseur m'a dit « Oui, ça sort 10% de rentabilité. » J'ai fait « Oh, ça a l'air cool ça, allez, on y va. » J'ai rien vérifié. J'avais pas de tableau de renta, je savais même pas comment faire en fait. Voilà. C'est les 3 erreurs que j'ai faites. Les 3 grosses erreurs, putain. Et du coup, il se trouvait que c'était une coloc à combien de pourcents de renta au final? Avec tout ce que t'as fait? C'était à peu près, en fait, si tu veux, aujourd'hui, je sais même pas te dire, c'est plutôt, ça sort entre 300 et 400 euros de cash flow, donc, c'est très bien, quoi, tu vois. Moi, j'essaie de savoir ce qui me reste à la fin, maintenant. Okay. Donc, c'est à peu près 10%, si tu veux. Mais au départ, j'avais aucune idée de ce que c'était 10%, tu vois.
Ok, bah écoute, c'est plutôt joli quand même d'avoir tout fait au doigt mouillé et au final de sortir avec un cash flow positif, hein, tu me diras. Oui, je crois que la vie m'a bien aidée. Sur ce coup-là, on peut appeler ça de la chance quelque part, hein, parce que ça aurait pu tourner au vinaigre quand même. Ok. Et du coup, pour en terminer sur la partie IMO, est-ce que tu aurais, donc toi, tu es quand même bien avancé, est-ce que tu aurais un tips, un bon tips pour pouvoir continuer d'empiler des lots? Ton tips à Ouais. toi? Bah en fait, à un moment donné, ce que je remarque, c'est que il faut du cash pour investir. Surtout aujourd'hui, je dirais, quand tu as envie d'empiler les investissements, comme tu le dis, j'aime bien le mot. Bah en fait, on va te demander des apports. Donc les apports, faut les avoir. Donc l'astuce du différé, c'est bien pour quand tu démarres, hein, mais au bout d'un moment, tu as besoin d'avoir encore plus d'apports, encore plus de deniers disponibles. Donc je pense que le hack, c'est au bout d'un moment de monter une entreprise ou alors de monter les échelons dans une entreprise, si t'es salarié, mais c'est beaucoup plus long. De monter une entreprise pour faire crasher cette entreprise et derrière utiliser les fonds de celle-ci pour pouvoir continuer les lots, enfin d'empiler les lots et continuer à faire croître ton patrimoine. Je pense que c'est ça le game changer. Au bout d'un moment, en fait, il faut entreprendre. Oui. C'est pas pour tout le monde, par contre, je sais. C'est pas pour tout le monde, c'est ça. Et puis du coup, bah, va en découler donc la suite, ton parcours entrepreneurial. Tu fais pas mal de choses. Donc déjà, est-ce que tu pourrais nous décrire ton activité avec ton associé, Corinne, Oui. cette première activité? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu as rencontré Corinne? Comment vous avez décidé de vous associer? Et puis, où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle sur votre activité? Alors, donc ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de les prendre les unes après les autres. Coco, je l'ai rencontré sur un afterwork immobilier, comme toi en fait, comme quand on s'est rencontrés la première fois. On avait échangé rapidement, mais sans plus. Et puis ensuite, on s'est revus, mais plusieurs années après, sur un nouveau afterwork immo. Et moi, j'ai une bonne mémoire visuelle, donc je suis allée la voir et je lui ai dit, hey, on s'était vu au dernier afterwork, tu te souviens? Et puis elle se souvenait pas du tout de moi. C'était une catastrophe. Elle m'avait complètement zappé, donc je me suis dit, ok. Ça c'est fait. Voilà. Et l'histoire a commencé comme ça. Et en fait, à cette époque, moi, j'avais envie d'entreprendre un projet. Je savais pas réellement dans quoi. Et puis elle était déjà entrepreneur par ailleurs, mais elle se faisait un petit peu chier dans son activité. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'on avait des valeurs communes et une ambition commune qui était celle d'aider les femmes à se bouger un petit peu les fesses et à prendre en main leur avenir financier, en fait, grâce à l'immobilier. Et du coup, de ce fait, est née la communauté Investir comme elle. Okay. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à se dire, ah bah tiens, on n'a qu'à créer un club, comme ça on rassemblerait des femmes dans l'investissement. Puis ensuite on s'est dit, ah bah tiens, viens, on fait un challenge, on interviewe 50 femmes investisseuses, on verra bien si on arrive à les trouver. Et en fait, de fil en aiguille, tout ça a grossi. Puis au bout d'un moment, les filles qui faisaient partie du club nous ont dit, non mais là, il faut qu'on avance, nous, il faut nous faire une formation, faut nous accompagner. Et en fait, ça a fait comme ça, si tu veux. C'était pas... comment dire, on est allé step by step dans la création de cette entreprise et dans le développement de cette entreprise. Voilà. Ok. Et donc là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous faites exactement avec Comel? Donc l'accompagnement, de la formation, des événements? Ouais, en fait, on accompagne les femmes à faire de l'investissement immobilier rentable pour se générer des revenus complémentaires ou pour vivre de l'immobilier pour celles qui sont les plus motivées. Voilà, ça c'est vraiment le cœur d'activité et ça se traduit par du coaching individuel, qui est pour moi la valeur numéro 1 qu'il faut appliquer quand tu formes les gens. C'est vraiment, il faut aller dans le détail de ce qu'est la personne et de son projet. Et ensuite, on a aussi, bien sûr, une formation quand même pour apprendre les bases de l'investissement et une communauté. Voilà. Ok. Et vous faites de temps en temps, alors j'ai vu, vous aviez fait un événement, enfin un gros événement, au-delà des petits apéros IMO que vous organisez, vous aviez fait de toute façon un séminaire. Un séminaire, ouais. Hein. On s'était lancé. Plusieurs intervenantes, c'est ça? Oui, on s'était lancé un énorme défi en 2023. Oui, c'était l'année dernière. En 2023, qui était d'organiser un séminaire, de rassembler une centaine de personnes et de faire passer sur scène que des femmes investisseuses pour pouvoir les mettre en avant. Et c'était un événement de ouf. Enfin, franchement, c'était incroyable. Mais ça nous a pris une énergie, mais un truc de fou, quoi. Et tout le monde nous a dit, bon, c'est quand le prochain? On a dit, non, mais en fait, il n'y en aura pas de prochain, laisse tomber, c'est trop de travail. Mais c'était génial. C'était génial.
C'est cool, mais ouais, c'est beaucoup d'investissement pour faire un petit peu le parallèle. Tu avais participé au séminaire qu'Alex avait organisé, Oui. dans lequel moi j'avais fait une intervention. Et Alex, on échangeait régulièrement, pas tous les jours, mais quasi tous les 2-3 jours. Et c'est vrai que c'était assez stressant au niveau de l'organisation, au niveau des réservations, au niveau de les intervenants, qu'est-ce qu'on va dire, etc. Et moi, tu vois, je l'avais un petit peu dans le coin de la tête à un moment donné, et je t'avoue que là, pour l'instant, j'ai totalement mis de côté que j'ai vu le travail que c'était. Ouais, c'est hyper challengeant. Et puis, tu sais, tu parles d'investissement, mais c'est vraiment ça. Quand tu fais un événement, l'objectif, c'est pas de gagner des ronds, hein. C'est juste de peut-être plus te faire connaître, de gagner en notoriété, hein, comme on appelle ça en marketing. Mais réellement, si tu veux gagner de l'argent, c'est pas la première chose qu'il faut faire. En tout cas, nous, on a été super contentes de relever le défi et d'y arriver. Mais néanmoins, ça a pris tellement d'énergie que je pense qu'on ne fera pas de sitôt. Pas pour tout de suite, en tout cas. Du coup, là, vous êtes plus sur des petits apéros IMO, c'est ça que vous organisez une fois par mois, c'est ça, si je me trompe pas? C'est une fois tous les 2 mois, oui, globalement. Une fois tous les 2 mois, ok, d'accord. Donc voilà, des petits apéros pendant lesquels il y a une vingtaine de personnes à chaque fois, c'est ça? C'est ça. On préfère en fait le format plus familial, plus petit groupe, une vingtaine de personnes, investisseurs et pas que d'ailleurs, débutants et confirmés. Et l'objectif, c'est de réseauter en fait, hein. Et ça, pour moi, c'est la clé, hein, dans l'immobilier et dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. Réseauter un maximum, et on est un peu facilitatrice de réseau grâce à ça. Et évidemment, l'intérêt pour nous, qui est commercial, c'est de se faire connaître aussi, tu vois, auprès des futurs membres. Voilà. Ok. Et donc, pour vous avoir vu plusieurs fois, toi et Corinne, vous êtes 2 personnes totalement différentes. J'aimerais que tu nous dises un petit peu le rôle de chacune et qu'est-ce qui fait que cette association, elle fonctionne. C'est curieux parce que tu sais, c'est toujours la même question qu'on nous pose. Même les gens se demandent comment on arrive à fonctionner tellement on est différentes. Alors, donc moi, je suis un profil très communicante. Très tournée réseau, j'adore discuter avec les gens, leur poser des questions, les accompagner, les coacher, etc. Et mon associée, elle est plus très carrée, très gestionnaire en fait dans l'âme. Elle, tu vois, parler aux gens, c'est bien, mais faut pas que ce soit toute la journée quand même, quoi, tu vois. Faut pas que ce soit toute la journée. Elle se vexera pas, t'inquiète pas, si je dis ça dans le podcast. Donc en fait, nos rôles se sont très naturellement définis, c'est-à-dire que moi, je m'occupe plus de la partie communication, vente, globalement, voilà. Et elle s'occupe plus de la partie gestion administrative, et ensuite gestion de tout le business, quoi, en général. Voilà. C'est elle qui gère la boîte. Moi, je gère tout ce qui est développement, en fait. Voilà. Tout ce qui est développement, ouais. Et puis t'es plus, je sais pas si t'as déjà fait les tests, tu sais, les tests des couleurs et tous ces tests. Toi, tu dois être une créative, je suppose. Oui. Déjà dans le premier temps. Ouais. Puis, moi, en fait, alors, c'est intéressant comme question. Le test des couleurs, c'est un test de personnalité simple pour voir quel est ton trait de personnalité majeur, et on a 2 profils complètement déséquilibrés. C'est-à-dire que moi, je suis jaune à 90% et j'ai 10% de rouge, qui me permettent aussi de fixer des objectifs, d'avancer. Et ensuite, Coco, elle est 100% bleue. Donc c'est 100% profil carré gestionnaire, à fond sur les détails, tout est important, tu vois. Voilà. Ok. Bon écoute, ça ce serait bien à l'occasion. Moi je l'avais fait il y a 3 ans, je crois, le test, dans le cadre d'une formation que la banque me payait à l'époque. Donc je me dis ça pourrait être pas mal de la refaire, tu vois, pour voir où je me situe, parce qu'on nous disait que ça évoluait aussi en fonction de ce que tu faisais en termes d'activité, ça évolue en fonction de l'âge, en fonction de pas mal de choses. Donc pourquoi pas le refaire à l'occasion, tiens. Donc ok, activité comme elle. Donc ça, ta première activité qui te prend le plus de temps? Comme elle, aujourd'hui, ça me prend 2 jours et demi par semaine. Ok, pas de souci. Deuxième activité, alors tu as une autre structure. Est-ce que tu peux un peu plus détailler ce que tu fais? Oui, bien sûr. En fait, mon autre structure, elle s'appelle eWell. C'est une société que j'ai créée. C'était ma première société, en fait. C'est toujours ma première société, hein. Dans laquelle j'ai fait beaucoup de prestations de community management, donc de la communication. Et c'est comme ça que j'ai démarré dans le business, d'ailleurs.
en travaillant la communication notamment sur Instagram et Facebook et LinkedIn, et aussi quelques newsletters pour des clients. J'ai travaillé avec beaucoup de marchands de biens d'ailleurs. Et en fait, petit à petit, cette structure m'a servi à faire plein de prestations de services avec différents clients. Et je suis allée aussi sur des missions de closing que j'ai fait pendant plusieurs années, qui m'ont beaucoup appris, encore une fois, à développer l'aspect commercial. Et ensuite, ça m'a saoulée. Je me suis un petit peu ennuyée. Okay. Voilà, au bout de 3 ans d'activité, je me disais bon, faut que je fasse autre chose, etc. Donc j'ai mis en stop un petit peu toutes ces activités et de community manager que j'avais commencé à déléguer à d'autres prestats et de closing aussi. Et là aujourd'hui, en fait, je suis à un nouveau tournant avec cette structure. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me poser des questions sur l'entrepreneuriat d'ailleurs. Sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de personnes qui me disent voilà comment on doit construire une entreprise en partant de zéro. Et du coup, en fait, je me rends compte que les gens viennent me chercher pour ça. Et j'ai envie de donner un nouveau souffle à cette boîte et l'orienter pour maintenant aider les entrepreneurs à se développer et à aller chercher du chiffre d'affaires, à développer du chiffre d'affaires, quoi. Voilà. Okay. Je pense que ça sera ma nouvelle mission. Ta nouvelle mission, et du coup, plus tu t'as encore réfléchi un petit peu à la forme, savoir si ça va se faire sous forme de coaching, sous forme de formation, ou alors de mentoring, enfin, t'as des idées un petit peu ou... Ça sera du coaching individuel ou du mentorat, ça sera un petit peu les deux, je pense. Okay. Mais j'ai envie, j'ai à cœur vraiment de faire du coaching individuel quand même, parce que je trouve que c'est vraiment ça qui te fait switcher. Après, je te dis pas, attention, je fais attention à ce que je dis parce que c'est tout neuf. Si ça se trouve, dans 6 mois, tu vas me dire, bon, tu fais quoi, Mel? Je vais dire, non, c'est bon. Donc, je fais attention. En tout cas, j'ai envie de faire ça. Maintenant, je sais pas à quoi va ressembler ma boîte, peut-être qu'il y aura 3 ou 4 coachs dans mon équipe. Enfin, voilà. J'en dis pas plus. Ok, pas de souci. Et du coup, pour revenir au début de cette activité, donc j'aimerais qu'on revienne sur 2 points, le closing et community management. Donc community management, tu t'es lancé dans ça. Est-ce que tu as fait des formations? Comment tu t'es lancé dedans? Parce que pour quelqu'un qui sait pas du tout ce que c'est, si tu veux expliquer un petit peu en quoi ça consiste et comment toi tu t'es lancé dedans, comment tu t'es formé, est-ce que tu as fait tout ça au doigt mouillé au départ, etc. Voilà. Alors, j'ai toujours adoré la communication, le marketing. J'en ai fait en école de commerce. C'est comme ça que j'ai découvert tout ça. Et ensuite, avec ma sœur, on s'était challengé à un moment donné pour créer un blog, et on avait pris une formation de blogueur pro à l'époque. D'ailleurs, je crois que Olivier Roland, celui qui fait la formation, la fait toujours et la vend toujours actuellement. Elle s'appelle Blogueur Pro. Il est Olivier Roland. Ouais, tout à fait. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture, à écrire des mails, à faire des newsletters, à communiquer sur les réseaux sociaux. En fait, je pense que ça a été un petit peu le point de départ, cette formation. Et après, j'ai une appétence naturelle pour les réseaux sociaux, je dirais, et pour la communication en général. Et donc, du coup, quand tu t'intéresses à quelque chose, juste tu lis, tu regardes, tu fouines sur YouTube et t'atteins, je dirais, 80% de plus de savoir que les autres personnes, puisque juste tu t'y intéresses, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, tes clients, enfin, c'est toi qui les démarchais, c'est eux qui venaient par rapport à ce que tu faisais sur les réseaux, comment ça se passait? Ouais, alors au départ, j'ai démarché, parce que j'avais pas forcément moi développé un réseau social sur un sujet en particulier. Donc je suis pas allée très très loin. Ma première cliente, ça a été la boulangerie dans laquelle je travaillais. D'accord. Quand j'ai voulu me lancer, en fait, je m'étais dit ok, à qui je vais vendre? Et à l'époque, j'avais une amie qui m'avait dit pourquoi tu proposes pas à la boulangerie dans laquelle tu bosses? Et j'avais dit bon allez, let's go, culot, on y va, quoi. J'avais demandé un rendez-vous avec la boss, elle avait dit oui, et j'avais contractualisé premier contrat 500 balles par mois, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Beau, ça. C'est beau. Putain, et du coup, concrètement, ils avaient un compte, un compte sur les réseaux ou même pas, non? Ouais, ils avaient un compte Facebook, mais c'était un petit peu à l'ancienne, donc juste apporter de la fraîcheur sur ce qui existait à moitié ou pas du tout, je dirais.
et ensuite développer. Et ça me plaisait bien parce que moi j'étais à la boulangerie, je prenais tout en photo, je faisais des vidéos, enfin tu vois, je m'éclatais bien quoi. Voilà, ça a été ça mon premier client. Ok, bah écoute, énorme. Et maintenant sur la partie closing, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, pour avoir échangé avec pas mal de personnes, qu'il y en a plein qui savent pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu peux déjà te dire pour qui, pas les clients pour qui tu as fait ça, mais d'où parle closing, parce qu'en fait c'est des personnes qui ont des formations, qui font de la communication, etc. Et du coup en fait tout le cheminement, si tu veux, le point de départ pour arriver à ce que toi tu faisais. Ouais. Et puis du coup, voilà. Alors, pour expliquer effectivement ce que c'est que le closing, un closer, c'est un commercial. Si tu devais faire le parallèle avec le business en dur, je dirais, ce qu'on connaît plus communément. Actuellement, tu as des profils qui vendent des formations en ligne, des entrepreneurs qui vendent des formations en ligne, des programmes de formation en ligne. Et l'idée, c'est que, si tu veux, leur fonctionnement, c'est ils vont chercher les prospects grâce à des tunnels d'acquisition, grâce à de la communication, de la publicité. Ils vont chercher ces prospects et ensuite, ces prospects, dans le tunnel, arrivent vers ces personnes qu'on nomme closer, donc vers ces commerciaux. Donc, c'est un prospect qui est tiède, chaud, je dirais. Et ensuite, ce closer a le client, enfin le prospect, au téléphone. Et son objectif, c'est de le convertir en client. D'accord ? Okay. Voilà. Donc, c'est ça le rôle du closer. Donc, c'est pas quelqu'un qui va prospecter, c'est quelqu'un qui va prendre, qui va faire le call de closing pour transformer le prospect en client. Voilà. Ok. Et du coup, donc comme tu dis, c'est des prospects qui sont plutôt tièdes, chauds. Toi, de ce que tu as fait, t'aurais, si tu veux, on va dire un pourcentage, on va dire de clients à qui tu arrivais à vendre. Oui, alors tu arrivais à faire souscrire. Ouais, les bons closers, en général, la moyenne c'est 30%. T'es un bon closer en principe. Et après, au-delà, bien sûr, tu excelles encore plus. Mais attention, il faut toujours poser des pincettes sur le taux de closing, le taux de conversion. Pourquoi ? Parce que ça va dépendre de la chaleur du prospect que tu vas avoir dans les mains. D'accord ? Par exemple, moi, typiquement, j'ai closé énormément de personnes qui utilisaient leur CPF. Closer quelqu'un qui utilise un CPF, c'est quelqu'un qui utilise pas son propre argent pour pouvoir payer quelque chose. Donc, autant te dire que c'est un petit peu... le taux de conversion là-dessus, il est à revoir, quoi. Tu vois, déjà, ça, c'est la première chose. Par contre, j'ai closé des prospects pour des programmes de formation à 24 000 €. Donc là, par contre, c'est pas la même chose parce que ton entretien, il dure 1 heure. Le mec, il va pas acheter ce programme avec son CPF puisque le CPF, c'est 5 000 € plafonné au maximum. Donc, c'est pas le même délire pour vendre le programme, quoi. Tu vois. Et là, du coup, ça te demande d'être bien meilleur. Et d'ailleurs, on avait des super résultats. Nous, on était avec l'équipe commerciale, on était sur 50% de taux de closing. Donc, c'était super. Voilà. C'est énorme. Putain, 24 000 €. Ok, bah écoute, hyper intéressant. Et t'as collaboré avec combien de personnes pour vendre des formations ou des coachings ou Principalement j'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais ça m'intéressait pas. En fait, c'est Yoni, pour pas le citer. Voilà, il m'a pris sous son aile quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai démarré d'abord, je traitais ses mails au départ, c'était marrant. Okay. Je détestais ça, mais rapidement on a pu on a pu me trouver d'autres missions et c'est ce qui m'a permis aussi de développer ma boîte de manière assez forte. Et en fait le closing, j'aurais pu, tu vois. Ce qui est cool, c'est qu'après quand tu as des résultats, les gens ils viennent te chercher pour aller faire du closing ailleurs dans d'autres boîtes. Mais j'avais pas nécessairement l'envie de développer non plus ça. Je passais énormément de temps au téléphone déjà toute la journée. Je prenais entre 6 et 10 calls par jour, ce qui est quand même assez énorme. Parfois, je montais même à... Mais là, je prenais même pas le temps d'aller pisser pour te dire. Parfois, je montais à 15 clients. J'étais là, waouh, attends. Mais ça fatigue trop. C'est trop d'énergie. Ah oui, putain. Voilà. Okay. Bon bah écoute, et on va en découler du coup sur prochaine activité, parce que du coup j'ai échangé avec Hello ce matin, donc là tu es en train de monter une nouvelle activité, enfin on va dire quelque chose d'autre. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ? Oui, bien sûr. Donc avec Elodie, on est en train
monter un réseau business qu'on a appelé le réseau Soleil, qui va permettre à des acteurs locaux, des entrepreneurs locaux de se rencontrer et de faire plus de chiffre d'affaires, d'aller chercher de la recommandation et du business. Et voilà, et on est en train de lancer un bêta test en ce moment. Et puis si on arrive bien à cadrer, je dirais, le projet correctement, eh bien on imagine une expansion déjà régionale et puis après pourquoi pas nationale demain. Mais on va déjà se concentrer sur un seul groupe qui fonctionne bien, tu vois, bien roder les process et ensuite on pourra dupliquer quoi. Voilà. Ok. Et ça fait combien de temps que vous avez lancé la bêta, enfin le process? Oh, c'est très récent. Je sais pas, ça fait 3 mois. Enfin, c'est tout récent. Hein. L'entreprise, elle est même pas créée pour te dire. D'accord. Ah, et ben, on découle une autre question, parce que justement, je vois régulièrement sur les réseaux, tu fais partie, je pense, d'un autre réseau, un autre réseau de ce type. Tu participes à des réunions, alors je sais pas si c'est toutes les semaines, ou tous les 15 jours, ou tous les mois. Mais c'est celui-là, en fait. Ah, c'est celui-ci? Ouais, okay. C'est celui-là, c'est le nôtre. En fait, c'est le réseau Soleil. C'est plus de 3 mois, tu vois. Alors, oui, il y a un petit historique, c'est que j'ai participé précédemment à un groupe qui s'appelait Face to Face. Okay. Qui s'appelle toujours d'ailleurs Face to Face, et puis en fait pour diverses raisons on a souhaité aussi créer notre groupe avec Elodie, donc c'est là qu'est apparu le réseau Soleil, et donc dans ce cadre-là tous les entrepreneurs se rassemblent. Ouais. Ok. Et du coup toi tu dirais que l'importance du réseau est significative par rapport à tout ce que tu as créé, par rapport à l'IMO, enfin. Ouais, je dirais pas elle est significative, je dirais elle est primordiale en fait. Elle est primordiale. Ouais. Moi aujourd'hui, le développement de mon patrimoine, je l'ai eu quasiment que par le réseau. Ok. J'ai une seule. En fait que tu aies eu des biens en off, c'est ça ou. Oui. Ok. Oui. J'ai une seule opération que j'ai trouvée sur le Bon Coin, sinon toutes les autres elles m'ont été apportées par le réseau. Ok. Ouais, je vois régulièrement, tu fais des déj avec des agents IMO. Ouais. Enfin, pas que, mais régulièrement tu en fais. C'est pour ça. J'appelle ça les déjeuners relationnels. Alors aussi parce que j'adore ça. Hein, j'aime beaucoup discuter avec des personnes, rencontrer des nouvelles personnes. Je trouve ça cool. Mais pour moi, c'est hyper non seulement inspirant, ça me donne de l'énergie, et en plus c'est important en fait dans le développement de toutes tes entreprises. D'avoir plein de contacts qui vont pouvoir t'aider, à qui tu vas pouvoir poser des questions. Et puis ouais, ça donne des idées en fait. Et pas nécessairement que dans l'immobilier, tu peux aussi aller rencontrer d'autres personnes qui ont d'autres business, ça t'ouvre l'esprit en fait. Ok, hyper intéressant. Encore un truc. J'ai vu il n'y a pas longtemps que tu étais partie donc, toute seule pendant une semaine pour relire du coup un livre que tu as écrit. Sans forcément rentrer dans les détails, c'est quoi? Tu le fais en auto-édition? Est-ce que c'est un éditeur qui t'a contacté ou que toi tu as contacté? Et du coup, est-ce que tu peux expliquer un petit peu les étapes? Parce que moi, je suis arrivé, je pense, je suivais pas ton compte perso en fait. Je suivais comme elle et je suivais pas ton compte perso sur lequel tu partageais ça. Donc j'ai pas vu les moments où tu as écrit. Ça se trouve tu l'as peut-être pas partagé. Mais en tout cas, j'ai vu le moment où tu faisais la relecture. Donc est-ce que tu peux expliquer un petit peu toutes les petites étapes? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bon, alors déjà, j'adore écrire. J'ai toujours voulu écrire un bouquin. Et du coup, j'ai décidé de me challenger. Et ce qui est super, c'est que dans nos membres qu'on a accompagnés avec Cobel, il y a une jeune femme qui s'appelle Judy, qui elle est coach en auto-édition. Okay. Et du coup, j'ai pas cherché très loin. Je l'ai contactée. Je lui ai dit, écoute, Judy, voilà, j'ai envie d'écrire un livre. Faut que tu m'accompagnes parce que je sais pas du tout comment ça se passe. Et pour le coup, c'est plus technique que ce qu'on pense. En fait, il y a pas mal de choses à savoir. Non seulement sur l'écriture, la rédaction, mais aussi après sur la publication derrière. Okay. Donc du coup, elle m'a beaucoup aidée d'abord pour savoir comment écrire un bouquin. Donc tu m'as demandé les étapes. La première étape pour moi, ça a été d'écrire un sommaire, de savoir les grandes parties de ce que je voulais mettre dans mon bouquin, et ensuite de rédiger. Donc tu rédiges et ensuite bien sûr, tu as une deuxième relecture, une troisième et une quatrième. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais parce qu'en fait, quand tu sors tes idées de ton cerveau, c'est con, mais en fait, tu es dans un état de flow. C'est-à-dire que tu écris et parfois tu sautes des mots et parfois tu sautes des phrases parce que c'est limpide et clair dans ta tête. Et quand tu fais relire par quelqu'un d'autre, la personne va te dire là, c'est pas du tout clair en fait ce que tu racontes.
Ok. Donc voilà, donc ça a été le job de Judy de me relire plusieurs fois d'ailleurs. Et là, on arrive sur la fin, donc c'est chouette. J'ai encore une relecture à faire et après, on pourra passer sur la dernière étape. La dernière étape, c'est ensuite prendre quelqu'un pour faire les corrections orthographiques et grammaticales. D'accord. Faire la page de couverture, donc peut-être photographe et graphiste derrière. Et ensuite, trouver un imprimeur qui puisse te réaliser le bouquin. Donc, soit tu passes par un format auto-édité, donc tu trouves un imprimeur et tu édites ton propre livre toute seule en quelque sorte. Soit tu passes par une maison d'édition, et là c'est un petit peu plus long parce que tu dois fournir l'exemplaire et il y a tout un tas de tests, je dirais, qui vont te permettre, oui ou non, de travailler avec cette maison d'édition. Voilà. Ok. Et pour écrire ce livre, donc tu as mis combien de temps pour l'écrire en termes de semaines, de mois Alors, j'ai un peu honte de répondre à cette question. En vrai, ça m'a pris plus d'1 an maintenant. Okay. J'ai envie de te dire 1 an, mais je crois que ça fait un peu plus. Par contre, la rédaction, c'est beaucoup plus rapide pour moi. C'est juste que j'étale dans le temps en fait cette tâche parce que à chaque fois, ça me demande de mobiliser une énergie qui est dingue. Et j'ai du mal à, tu vois, tous les matins à écrire un petit peu. Moi, si je m'y mets pas à fond pendant une semaine, y a rien qui se passe, quoi. Okay. Tu vois. Ouais, t'arrives pas à pencher. Ouais. C'est plus difficile la discipline en tout cas pour l'écriture, mais en fait quand j'écris un livre, je dis ça comme si j'en avais écrit plusieurs. Ça sera peut-être le cas après, hein. Bah j'espère, hein. Franchement ça serait cool. Bah tu vois, quand je me mets sur l'écriture d'un livre, je me pose une semaine et en une semaine j'ai rédigé un tiers du livre déjà. Donc tu vois, en 3 semaines j'ai rédigé tout le bouquin. Ok. Et à chaque fois, c'était espacé ou t'as tout fait d'un coup Non, j'ai espacé. Et en fin de compte, je dis que j'ai un peu honte, mais c'est mieux parce qu'après, quand tu reprends, que tu te reposes sur ton bouquin, tu te dis, ok, bon là, faut que je change des trucs, c'est nul. Ou quand tu relis, tu te dis, bon, ça c'est bien, mais ça c'est pas terrible. Enfin, tu vois, tu te corriges. Mais ça peut durer longtemps, ça, hein, parce que l'insatisfaction de soi-même, ça peut durer plusieurs années. Hein. Punaise. Ok, donc ouais, tu fais pas mal de choses. Est-ce qu'il y aurait des choses que moi j'aurais loupées d'autres choses que tu fais, d'autres activités Non, pour les activités, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Du coup, on découle la question suivante. Je pense que tu es assez bien placé pour répondre. Est-ce que tu aurais quelques tips pour lutter contre la procrastination ? Très bonne question. Alors déjà, je pense que avant de parler de lutter contre la procrastination, il faudrait savoir pourquoi en fait tu procrastines. Ok. Je dirais. Parce qu'en fait, des solutions, tu peux en trouver plein, mais le réel truc, c'est pourquoi tu procrastines. Est-ce que c'est parce que tu as peur ? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas envie de le faire, en fait ? D'accord. Parce que si tu as peur, c'est très simple. Tu prends un coach et tu n'as plus peur. Parce que le coach, il va te donner un coup de pied et tu vas y aller. Par contre, si tu n'as pas envie de le faire, ça, c'est autre chose. Ça veut dire que, en fait, ça se trouve, tu regardes pas au bon endroit ou tu veux faire ça parce qu'il faut faire comme les autres, tu vois. Et ça, on s'en tape. Pourquoi ? Parce que si tu vas dans cette direction, tu vas perdre de l'énergie et ton projet, tu peux te garantir que tu vas l'abandonner au bout de quelques semaines, quoi. Voilà. Ok. Donc déjà, voilà, savoir pourquoi tu le fais. Et puis du coup, après, je pense que tu t'imposes aussi une discipline et puis tu planifies. Enfin, de toute façon, je le vois, hein, tu planifies régulièrement tes semaines. Tous les dimanches soirs, j'ai ma semaine qui est planifiée. Et ensuite, alors ça n'a pas été toujours le cas, hein, parce que moi, au début, mon entrepreneuriat et mon agenda, si je te le montrais, tu fuyais, quoi. C'était le bordel atomique, quoi. Mais maintenant, vu que en fait, j'ai plusieurs entreprises, donc si je veux des résultats, il faut que je sois organisée. Donc, je suis hyper organisée. J'ai mon agenda, il est presque au cordeau, hein. Parfois, c'est un petit peu chiant parce que j'aimerais me laisser aller. Mais tu vois, mes rendez-vous, ils sont tous planifiés dans mon agenda. D'ailleurs, j'ai un agenda partagé avec mon conjoint et avec mon associé. Non, mais tu sais, c'est presque militaire, hein. Le matin, pas le droit au rendez-vous parce qu'il faut être sur des tâches concentrées. Et l'après-midi, on est sur des podcasts, des interviews, des choses comme ça, tu vois. Ok. Non, voilà. Ok. Et du coup, donc tu planifies à la semaine et après tu fais des checkpoints réguliers. C'est quoi ? C'est tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois Ouais, tous les mois, je regarde. En fait, j'ai des tableaux de suivi pour voir où est-ce qu'on en est au niveau du business. Voilà.
Et ensuite, avec les associés, globalement, on se voit au minimum une fois par semaine. Donc là, je parle de tous les associés. Et on discute des projets, des points d'avancement. Et après, globalement, pour se fixer les objectifs, on fonctionne au trimestre. On se pose, on se dit, OK, sur le trimestre prochain, quels sont les gros chantiers sur lesquels je vais bosser? Et ensuite, une fois que le trimestre est terminé, on regarde si on a fait ou pas fait, le pourcentage d'avancement, pourquoi, et ensuite on réenclenche des nouveaux projets. Ok, bon bah écoute, voilà. Précis. Et donc moi, écoute, je suis un petit stagiaire. Je viens chez toi une semaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Une semaine type avec toi? Ou ton organisation un petit peu. Alors je sais que ça change régulièrement, mais voilà, une semaine type dans les grosses lignes. Alors déjà, je dirais déjà prendre tes chaussures de sport parce qu'on va aller faire du sport tous les jours. Yes, ça me va ça. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, ma semaine type, c'est la suivante. Lundi, c'est ma société Ewell. Globalement, c'est ça. Mardi, c'est Comel. Ok. Mercredi, c'est immobilier. Globalement, c'est immobilier et Ewell. Voilà. Jeudi, c'est Comel. Et vendredi, c'est administratif et réseau soleil. Ok. Et ça se répète. C'est toujours la même chose. Donc, en gros, c'est à chaque jour sa société. Chaque jour sa société, ouais. Et quand tu dis, par exemple, le mercredi immobilier, c'est tout ce qui va être gestion locative. Si, par exemple, il faut rentrer des nouveaux locataires, monter des meubles, tout ce genre de choses. Ok, d'accord. C'est ça, exactement. Sauf urgence, hein, évidemment. Là, tu vois, sur Maman Immeuble, il y avait plein de mobilier à monter. On a pris un samedi. Voilà, on y va, quoi. Mais sinon, globalement, j'essaie de toujours organiser les journées comme ça, parce que sinon c'est le gros bordel et je m'y perds, en fait. Donc, voilà. Ouais, mais au moins c'est structuré et puis le plus important c'est que toi ça taille et que ça te permette d'avancer et de continuer. Exactement. Ok. Bon, j'ai encore quelques petites questions. La prochaine, est-ce que tu investis ailleurs qu'en immobilier? Et je vais même diviser cette question en deux. Première partie, est-ce que tu investis sur d'autres supports, on va dire plus financiers? Et deuxième partie, investissement sur soi. Est-ce que tu fais des formations? Je suppose que oui. Et quelle est la dernière formation que tu as faite ou que tu vas faire? Ok. Alors, autre type d'investissement, moi je fais du crowdfunding immobilier avec la Première Brique, partenaire, placement financier. J'avoue que je me foule pas trop, c'est 500 € par mois, et sur différents projets. Globalement, c'est un peu, comme on appelle ça, un placement mon père de famille. et ça me va bien. Et après, autre type d'investissement, non. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me cracher dessus en disant ça, mais il y a des gens parfois qui me disent « Ouais, mais t'as vu ton niveau dans l'immobilier, pourquoi t'investis pas dans la bourse? Pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça ?» En fait, j'ai compris que la bourse, ça m'intéresse pas. Et en fait, je sais que, tu vois, même si je prends une formation, je vais pas y aller, je vais y aller à reculons, ça va pas m'intéresser, je vais perdre du temps. En fait, je préfère tirer sur les ficelles qui m'intéressent. Et aujourd'hui, les deux ficelles qui m'intéressent, c'est l'entrepreneuriat et l'immobilier. J'appuie, je tire à fond dessus. Et quand j'aurai un maximum de cash et que j'aurai, 3 millions d'euros à placer, j'irai voir quelqu'un qui sera bien sympa et qui me placera mes deniers dans la bourse. et voilà. Donc, parce que pour moi, si c'est pour jouer avec, 1000 balles ou même 5000, je suis pas sûre que ça ait grand intérêt, quoi. Enfin, voilà. Ok, ouais. Et puis tu disais, ta zone de génie, c'est l'immobilier, c'est aussi l'entrepreneuriat. Et comme tu disais aussi, immobilier, on demande de plus en plus d'apports. Là, en plus, au vu du contexte actuel avec les taux d'emprunt qui sont assez élevés, si tu veux diminuer un petit peu les échéances, t'as pas d'autre choix que de mettre de l'apport. Donc, du coup, en fait, si t'as de l'épargne, en fait, c'est que du dispo pour réinvestir ça dans l'immo. Exactement. En fait, l'épargne disponible, elle est disponible pour l'investissement immobilier. C'est tout ce que je fais actuellement et ça me va bien, en fait. Ça me permet d'être focus, mine de rien. Tu vois? Tout à fait. Et puis après, pour faire aussi un petit point d'attention pour les auditeurs, parce qu'en fait, il y a des confirmés, je suppose, qui m'écoutent, mais il y a aussi des débutants. Et en fait, les débutants, quand on démarre comme ça dans l'immobilier, il faut avoir un petit peu de cash pour investir. Et le souci, c'est que si t'as jamais de cash pour des nouveaux projets et que tu investis tout sur d'autres supports, de la crypto, de la bourse, des choses qui peuvent être risquées, et que sur l'immo, je sais pas, de toute façon, t'as toujours des trucs. Toi qui fais de l'immo, moi aussi qui en fais. Une fois par semaine régulièrement, quand tu commences à avoir un certain nombre de lots, tu as toujours quelque chose. Donc si t'as pas un minimum de cash sur les comptes de tes apparts ou sur tes comptes à toi, tu peux vite te retrouver un peu dans la merde, si je puis dire. Exactement.
Donc, ok pour cette partie-là. Et du coup, pour la partie investissement sur soi, du coup, je sais que tu investis sur toi. Donc, quel type de formation tu as faite et surtout, voilà, quelle est la dernière que tu as faite ou que tu vas faire? Oui. Alors l'investissement sur soi, par contre, je dirais que c'est ma priorité. Donc dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, que ce soit formation dans l'investissement, je dirais même que c'est un défaut, c'est que je regarde même pas le prix. Tu vois, j'y vais en fait. C'est si ça m'intéresse et que je sens que je vais avoir un impact sur moi et sur mon développement, ou bien que ça va m'apporter les contacts clés pour pouvoir avancer, j'y vais. Ça, c'est la première chose. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Mastermind, coaching individuel, à fond. Okay. Parce que tu te rends compte qu'au bout d'un moment, ta problématique, elle est plus du tout technique. Ma problématique aujourd'hui, elle est mentale à chaque fois, en fait. Donc, je dis pas ça pour dire que je suis un petit peu tarée, hein. Et c'est pas ça, c'est juste que, en fait, au bout d'un moment, la technique, tu l'apprends, voilà, dans l'immobilier, une fois que tu as compris comment ça marchait, bon, bah, c'est très bien. Maintenant, il faut venir chercher ce qui est à l'intérieur de ta tête pour pouvoir switcher et passer au niveau supérieur. Et ça, tu peux le faire que avec des coachings mindset, business, tu vois, des choses qui vont te permettre de switcher et d'aller passer le level supérieur. Et mon dernier investissement pour répondre à ta question, c'est un coaching individuel que je vais prendre là pour le développement de ma première société qui va se réorienter. Tu vois, je perds plus de temps. Je pourrais passer un certain nombre d'heures à réfléchir à OK, où est-ce que je veux aller, mon avatar, gna gna gna. Aujourd'hui, c'est des réflexions que je sais faire en autonomie, mais tu vois, j'ai plus de temps à perdre et le fait d'avoir un coach qui soit à l'extérieur de ma tête, tu vois, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'était, je dirais, mon dernier investissement. Ça représente 2400 € d'investissement et sur 6 mois. Et ensuite, le précédent, c'était aussi un de mes plus gros investissements. C'était un coaching individuel mindset business avec Coco. C'était 16K € hors taxe quand même. Donc du coup, 16K hors taxe, ok. Ouais. Et c'était sur quoi? Mindset business aussi. Mindset business. Et aussi, okay. on va beaucoup parler de relations d'associés. Donc ça c'est un point qui est très important. Bon, c'est peut-être pas pour les débutants, s'il y a des débutants qui nous écoutent, bon, c'est peut-être pas la première chose à faire. Mais en fait, au bout d'un moment, si tu entreprends et que tu t'associes, c'est bien aussi d'avoir du coaching dans le développement de l'association et de la communication en fait. Voilà. Ok, bah écoute, hyper intéressant. Et puis tu disais, tu te formais aussi sur la partie technique, mais là tu partais sur la partie mentale. Je pense aussi en fait aux barrières qu'on peut s'imposer, aux barrières qu'on peut avoir, les peurs, etc. Et en fait les formations, ça, au-delà de la partie technique, parce que tu peux être hyper technique, hyper intelligent, connaître la fiscalité par cœur. Si derrière tu visites si tu visites pas des appartements ou des immeubles, ça peut être problématique. Et puis si tu passes pas à l'action, en fait, t'as beau être le meilleur dans ton domaine, d'un point de vue technique, et ben t'avances pas. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et puis c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'en France, sans voilà, forcément cracher sur la France, mais moi je le vois, hein, quand je disais que je payais des séminaires, que je payais des formations, au tout début, en tout cas plus maintenant, mais au tout début, ça pouvait choquer. On me disait, punaise, mais t'as déjà fait tes études, t'as déjà un boulot, pourquoi est-ce que tu investis de l'argent ailleurs que dans l'immobilier ou dans d'autres choses? Donc, moi, je suis partisan de la formation sur soi. Non, mais c'est clair. Non, mais franchement, faut pas se poser de questions. Et puis, je dirais même que ça devrait être obligatoire pour nous tous. On devrait tous, tout le temps, avoir un coach qui nous accompagne sur une thématique. Parce que c'est comme ça qu'on progresse en fait. C'est comme ça que tu apprends de nouvelles choses. C'est pas, pour moi, c'est pas une vie de dire ok, j'ai fini mes études, j'arrête, je me cale dans un job et puis j'apprends plus rien pendant 20 ans quoi. Tu te fais chier. Puis même tu t'améliores pas en tant que personne quoi. Tu vois. C'est ça, totalement d'accord. Ok. Bon bah écoute, plus que 2 questions. J'aimerais que tu nous dises si tu as des passions, des passe-temps, si tu fais un petit peu de sport, de lecture, voilà, ouais. Tout simplement. Eh bien, la lecture, elle est complètement intégrée à mon agenda depuis plusieurs années. Je lis tous les matins, dès le réveil, en fait. C'est la première chose que je fais. Je me prends un thé. Je me prends un thé et je lis entre, on va dire, 10 à 20, 30 minutes par jour. Voilà. Okay. Et je suis un petit peu une malade. Je lis que des livres de business, développement personnel, parce qu'il y a que ça qui m'intéresse, en tout cas aujourd'hui. Voilà.
Et ensuite, pour les autres passe-temps, je fais du vélo. J'adore le vélo. J'adore le gravel. En bord de Saône, cool, tranquille, mais j'aime trop, ça m'aère beaucoup l'esprit. Et après, je fais du step, je fais du yoga aussi. Je me suis mise au yoga et j'adore. C'est vraiment cool. Globalement, mon objectif, c'est de faire 4 séances par semaine de sport. 4 séances par semaine, ok. Ouais, voilà. Et bah là, c'était pas prévu, mais du coup, est-ce que tu fais de la méditation ou pas? Eh ben, alors, j'en faisais pas. Et j'en fais maintenant 1 à 2 fois par semaine au yoga. D'accord. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, là, je sens, tu vois, et pourtant, tu vois, tu as dit au départ du podcast, tu as dit, ouais, mais toi, t'es super active, t'es hyper active. Oui, je suis hyper active, c'est vrai, c'est un fait. Et mon cerveau, du coup, il l'est également, forcément. Il n'y a pas que mon corps qui est hyper actif, il y a aussi tout ce qui se passe dans ma tête. Et quand je suis arrivée au yoga, on m'a dit, ok, tu vas faire un exercice de respiration. J'ai dit, c'est bon, j'ai pas besoin de venir au yoga pour apprendre à respirer, quoi. Tu vois. Enfin, tu vois un petit peu l'état d'esprit que j'avais, quoi. Fait, ouais. Et en fait, la nana, elle m'a dit tout de suite, elle m'a dit, si, mais toi, tu vas pas faire du yoga dynamique, tu vas faire du yoga doux. Donc, le yoga doux, c'est du yin. Donc, j'avais interdiction d'aller faire du yoga dynamique pendant au moins 3 semaines. Ok. T'imagines la prof qui dit ça, hein. Déjà, tu te dis, toi, tu viens pour te détendre et la prof, elle te met un taquet direct. Donc, j'ai bien aimé sa méthode. J'ai bien aimé. Et en fait, une des choses les plus difficiles que j'arrivais pas à faire, c'était justement de respirer et d'écouter que ma respiration et de dire à mon esprit, bon, là, ça suffit, quoi. Tu vois, ça suffit et tu te tais et tu écoutes ta respiration. Et en fait, ça fait trop du bien. Et après, ça t'aide énormément à te concentrer, t'es beaucoup plus efficace. Ok. Bon, bah écoute, top. Je pose la question parce que moi, je l'ai intégré dans mes objectifs 2024. Parce que je le faisais ponctuellement, mais pas assez sur l'année 2023. Et pour moi aussi, qui réfléchit tout le temps voilà, à tout ce qui se passe, des fois tu penses à un dossier, alors moi c'est par rapport aussi à mon activité pro, mais voilà, un dossier ci, je fais aussi de la location courte durée, donc putain, j'ai pas pensé à ça, etc. Et c'est vrai que la méditation, je trouve que ça te permet de, entre guillemets, poser ton cerveau et puis ne penser justement qu'à ta respiration. Mais moi, je fais en guidé. Parce que tout seul, j'y arrive pas. Et je t'avoue que ça me fait du bien. Ça fait du bien. Ah ouais, non mais c'est trop bien. Tu peux tester aussi la cohérence cardiaque. Avec le point, ouais, j'ai déjà testé, c'est ça? Ouais, c'est pas mal aussi. Ok. En tout cas, les auditeurs, voilà, n'hésitez pas à méditer. Et puis, dernière question, Mélanie, pour terminer le podcast. J'aimerais que tu nous dises, que tu nous donnes ta définition de réussir sa vie. J'adore cette question. La définition de la réussite pour moi, en fait, c'est l'accomplissement des objectifs les uns après les autres que tu te fixes. Et donc ça serait une première définition. Et ensuite, de vivre dans l'abondance, l'abondance de tout ce que tu veux. C'est-à-dire que ce soit en amour, en amitié, en finance, en entrepreneuriat. En fait, j'utilise ce mot abondance parce que tu te poses plus de questions. En fait, t'as tellement d'amour, t'as tellement de réussite, t'as tellement, enfin voilà. En fait, vivre dans l'abondance, je pense que ça serait une belle définition pour moi de ce que c'est la réussite. Ok, bon bah écoute, merci pour ton point de vue et puis merci aussi pour ton intervention, Mélanie. Avec plaisir, merci Romain. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Merci encore pour votre écoute. Je compte vraiment sur vous pour aller mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!